Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au flop de l'année 2021. Il s'agit bien évidemment d'un flop personnel et je vous invite aussi à mettre le vôtre en case commentaire, je serais ravi d'y jeter un coup d'œil. Il s'agit d'un flop 8, c'est les films qui m'ont le plus déçu, avec peut-être même un scénario le moins travaillé possible, ou alors issu carrément des réseaux sociaux, ou un scénario qui n'en est pas vraiment un, ou alors totalement dénué d'intérêt. Ce que vous n'aurez pas dans ce flop, c'est par exemple Black Widow ou encore Shang-Chi. En effet, ce sont des films que je n'ai pas pu aller voir et je dois avouer que je m'en foutais sur 20. D'ailleurs, sachez qu'en 2022, vous n'aurez pas forcément des retours sur les derniers Marvel. En effet, ces films continuent et malheureusement font des chiffres extraordinaires et pour ma part, je n'y vois plus aucun intérêt tellement l'histoire est totalement chiante. Et vous ne serez pas surpris justement que dans ce flop, certains Marvel s'y trouvent. Vous n'aurez pas non plus Malignant de James Wan, les critiques n'ont pas été tendres avec le film que j'ai loupé en salle. Vous n'aurez pas non plus Halloween Kills, qu'on m'a déconseillé carrément d'aller voir, même si c'est toujours important de faire son propre avis, malheureusement le film d'avant n'était pas si extraordinaire que ça. Donc la suite ne m'intéressait pas plus que ça en réalité. Et vous n'aurez pas non plus Space Jam Legacy, car je n'avais pas forcément envie de voir une pub de 2 heures concernant HBO Max. Je connais le catalogue, pourquoi perdre son temps? Cependant, dans ce top, vous aurez 2 films Netflix, car quand on fait beaucoup de contenu sur la chaîne, on y trouve forcément de la merde. 2 films Sony Pictures parce que succès ne rime pas forcément avec qualité. Un film sorti simultanément avec HBO Max, 3 films Marvel, un film Amazon Prime, car quand on fait beaucoup de contenu sur la chaîne, on y trouve forcément de la merde, un remake reboot non assumé de Disney+, car quand on fait beaucoup de contenu à la chaîne, on fait forcément de la merde. Bref, bon visionnage. Numéro 8. Croire un voleur, ça peut être dangereux. Oh non, les enfoirés! Numéro 8, Red Notice, sorti sur Netflix. Lorsque Interpol déclenche l'alerte rouge, destinée à traquer et capturer les criminels les plus recherchés du monde, le FBI fait appel à son meilleur profiler, John Hartley. Film d'aventure au casting 5 étoiles, mais ô combien nul en termes de scénario qui est même pompé sur les aventuriers de l'Arche perdue. Et quand je dis les aventuriers de l'Arche perdue, en fait il pioche à droite et à gauche des films des années 80-90 qui ont eu le plus marché. Il pioche dans True Lies par exemple, et autres j'en passe. Une soupe même de références avec 2-3 blagues qui vont avec, qui font même sourire parfois, mais en termes d'histoire et de mise en scène, c'est vraiment bas de plafond. Il divertit un tant soit peu, mais prévisible malheureusement. Et quand c'est prévisible pour moi, malheureusement c'est ennuyeux. Numéro 7. Je peux pas sauver tout le monde. Numéro 7, Spider-Man No Way Home de John Watt, sorti en décembre 2021. Pour la première fois de son histoire, Spider-Man est démasqué et devra faire face à ses responsabilités. Avec recul, j'avais dit que j'avais passé un bon moment devant Spider-Man No Way Home, mais c'est toujours le cas. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le scénario est incohérent. Le film divertit, c'est vrai. Le fanservice est cool, j'en conviens. Mais je suis désolé de le dire, le reste n'est absolument pas bon. Le scénario ne tient pas debout, créant même des incohérences avec les autres licences du passé. Beaucoup de ta gueule c'est magique, on sent que le film n'a pas abouti son histoire. D'ailleurs, la plupart le savent maintenant, le scénario a été écrit au fur et à mesure, puisque le contrat de Tobey Maguire et même d'Andrew Garfield n'était pas réellement signé au moment de commencer le tournage. Et clairement, ça se sent un petit peu. La mise en scène ne propose malheureusement rien, et enfin, ces effets spéciaux ne sont pas terminés. Il n'est pas étonnant de savoir dans les journaux aujourd'hui que les effets spéciaux étaient terminés 2 jours avant la sortie du film. Sans parler des personnages, je parle surtout des méchants qui sont plus des concepts que des personnages d'ailleurs. Bref, j'ai déjà donné mon avis sur les rattrapages en 2021, si vous voulez en savoir plus. Numéro 6. Je vais te sortir de là vivante. C'est moi qui vais te sortir de là vivant.
Quelle merde! On a un putain de kaiju qui fout le souk! C'est bon la pluie. C'est comme si une tripotée d'anges nous giclait dessus. Numéro 6, The Suicide Squad de James Gunn. Traversant une jungle qui grouille de guerrillos, l'escouade est lancée dans une mission suicide avec le seul colonel Rick Flag pour les encadrer sur le terrain. Je ne comprends pas les critiques et le succès du bousin en réalité. J'ai cherché longtemps et je ne comprends toujours pas. Et je dois avouer avoir arrêté de comprendre. Le côté fun et décomplexé de DC, voulant faire même du Marvel clairement, pour moi ils ont 10 ans de retard, je suis désolé de le dire. Et vous allez me dire mais pourquoi tu vas voir ce genre de film si tu sais pertinemment que tu n'aimes pas? Eh bien c'est une bonne question. En réalité j'ai vu les gens s'extasier devant, et comme j'aime beaucoup le comics et même le dessin animé, le long métrage notamment qui est sorti par Warner il y a en 2016 il me semble, qui était un petit peu noir, un petit peu voilà lugubre, bref j'aime beaucoup Suicide Squad en comics. Et je dois vous avouer que j'ai encore espoir. Pourtant, les bandes annonces ne mentaient pas. Suite à la lecture des critiques, et je venais de sortir de la Snyder Cut, je me suis dit, ça se trouve, Warner a changé de fusil d'épaule. J'ai été naïf jusqu'au bout, et je m'ennuyais devant le long métrage. Sur ce grand 8 qui n'est absolument pas drôle, une seule seconde. Je lui concède tout de même une personnalité, contrairement à certains autres films, mais pour moi c'était vraiment pas intéressant. J'ai fait une vidéo rattrapage sur le sujet, mais également aussi nous avons fait un podcast sur la chaîne, je vous invite donc à le réécouter. Numéro 5. Numéro 5, les Éternels. Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de héros, venus d'ailleurs, protègent la Terre. Lorsque les déviants, créatures monstrueuses, attaquent la Terre, les Éternels sont obligés de se réunir afin de les affronter. On fait appel à une réalisatrice oscarisée pour le film, qui aveuglait même certains critiques, pour tenter de voir qu'il y a une vraie proposition d'auteur et de metteur en scène sur ce projet. Eh oh, t'as vu, elle fait de la lumière naturelle, c'est vachement beau. Oh, quel talent! Tu as vu les décors, c'est autre chose que les fonds verts. Attendez une minute, on a vu le même film, les fonds verts, il y en a partout. Il y a quelques décors naturels, certes, la plupart des éléments que vous voyez dans le film, c'est beaucoup d'effets numériques dégueulasses. Pour la lumière naturelle, je suis d'accord, mais on a l'impression que c'est pas un film du MCU justement. Créer carrément un contraste avec l'univers lui-même. Mais la lumière naturelle ne fait pas non plus un bon film. Surtout que la plupart du temps, c'est utilisé, je suis désolé de le dire, n'importe comment, qui fait même office, je pense, à mon avis, de cache-misère. Et comme je le disais, il y a des décors naturels, certes, encore une fois, avec des longs panoramas, mais la plupart d'entre eux, c'est du fond vert high level. Bouillasse numérique surtout sur la fin, les seuls plans où je trouve réussis, c'est ceux des Célestes, et il n'y en a pas beaucoup. L'histoire peut être sympa, mais on s'ennuie beaucoup malheureusement. Plein de blabla explicatif, et encore une fois qui ne fonctionne pas dans son propre univers. Encore une fois, j'en ai dédié une vidéo, je vous invite donc à y aller si vous voulez plus d'arguments derrière. Numéro 4. C'était sympa de vous connaître, les gars. Numéro 4, The Tomorrow War, de Chris McKay, sorti sur Amazon Prime. Un groupe de voyageurs du futur arrive, prévenant d'une guerre imminente. Dans 30 ans, l'humanité va perdre la guerre. Alors on a dédié un podcast carrément sur le film, si vraiment ça vous intéresse, allez un petit peu plus loin sur le sujet. En quelques mots, un gros pot pourri de tous les films de science-fiction fantastique de ces 40 dernières années. Le tout en moins bien. Porté par Star-Lord, qui ne change définitivement pas de rôle, sans aucune proposition derrière. Cliché dans toutes ses intentions, le film est cependant bien rythmé, où il est difficile de s'ennuyer pour une fois. Mais malheureusement, le film est d'une pauvreté absolue. Numéro 3. Qu'est-ce que c'est? La vache, c'est un tigre zombie? C'est un truc de dingue. Know when to hold 'em, know when to fold 'em.
Numéro 3, Army of the Dead de Zack Snyder, sorti sur Netflix. Profitant d'une attaque de zombies à Las Vegas, un petit groupe de mercenaires fait le pari fou de s'y aventurer, pour tenter le braquage le plus spectaculaire du monde. Vous allez me dire, on aime bien faire les navets en podcast. Oui, c'est vrai. Bah lui, il en fait partie. Que ce fut dur d'aller jusqu'au bout. Le film dure un peu plus de 2h30 et mon Dieu que c'est long. Rien ne va en passant par le scénario et la caméra de Zack Snyder qui met en scène les zombies de façon étonnante et totalement dégueulasse. Comme quoi il est capable de génie et parfois de faire de la merde. Les acteurs sont tous en roue libre et on est loin du génie de l'Armée des Morts par exemple. Loin de la finesse d'un Batman v Superman. Loin de l'écriture de Watchmen. Loin de la patte graphique de 300. En fait, Army of the Dead est loin de tout. Numéro 2. Vu le bruit, ça a dû faire mal. Excusez-moi, je dois rentrer. Pour retrouver mon fils. Qui est tout seul. Qui a besoin de moi. Non, ça commence très mal. Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Oh non, l'échelle. Tu crois que je suis idiot à ce point? Ouais, j'ai raison, non? Exclusivement sur Disney+. Numéro 2, Maman j'ai raté l'avion, ça recommence. De Dan Mather, sorti sur Disney+ en décembre 2021. Vous connaissez tous l'histoire de Maman j'ai raté l'avion, c'est un peu la même histoire, sauf que c'est à peu près 30 ans plus tard. Un podcast entier lui a été dédié justement sur les fameux films de Noël. Et bien évidemment, ce film est une purge. Et j'ai envie de vous dire, pourtant il dure 1h30. Mais qu'est-ce que c'était long d'arriver jusqu'au bout. Rien ne va, les acteurs, l'histoire, les pièges, rien ne fonctionne. Tout est nul, rien n'est à sauver. Tout est à oublier, ça tombe bien, c'est déjà fait dans ma tête. Montrez à vos enfants les 2 premiers Maman j'ai raté l'avion, mais n'allez surtout pas plus loin. Et enfin le numéro 1 de ces flops. Comme mon frère. Tu pourrais dire je suis content pour toi. Ça aurait dû être nous. Je suis content pour toi. Non. Pardon, je suis désolé. Pas moi. Ils ont besoin d'une bonne thérapie de couple. Numéro 1, Venom 2, Let There Be Carnage. Réalisé par Andy Serkis, sorti en octobre 2021. Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l'un des personnages les plus complexes de l'univers Marvel, soi-disant. Le premier film était en termes de bouse high level, mais alors le 2, mon Dieu, ils ont été beaucoup plus loin. Si vous aimez les navets, voire les nanars, celui-là en fait partie. J'hésite entre nanar et navet parce que je sais pas s'il est conscient qu'il est de la merde. On peut toujours aller plus loin dans le caca, et lui il le fait à la merveille, fournissant plus de bruit et d'odeur. Oui, Venom 2 est un navet intersidéral en tout cas, qui prend plus les spectateurs pour des cons, et j'ai envie de dire c'est très fort. On te fait carrément un étron, appelons-le comme ça, et on passe le temps à t'expliquer toujours pourquoi, comment. Au cas où tu serais trop con, et le pire c'est que ça fonctionne, car Venom 2 est un des plus gros succès de Sony, avec Spider-Man No Way Home. Et pourquoi les studios feraient des efforts sur le scénario? En effet, car moins on écrit, moins on est regardant sur les effets visuels, plus on génère de la thune parce qu'on est Marvel bordel. Des acteurs en surjeu, l'histoire est totalement inintéressante, en jouant sur la crise de couple du symbiote, ultra explicite en plus, illustré par une bouillasse numérique encore une fois. Bref, gênance sur 20. Point positif, il dure moins d'1h30 et ça c'est bien. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself of a time when Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.